Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un regard essentiel mais encore trop peu visible dans les débats sur la conservation, celui des sciences sociales. Notre invité est Mamoudou Sangaré, sociologue de formation, avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets de conservation environnementale, d'études d'impact environnemental et social et de développement communautaire en Guinée. Il a travaillé avec des ONG, des bureaux d'études et des institutions nationales sur des projets majeurs, notamment au mont Nimba, dans le cadre de la création du parc national du Moyen-Bafing, sur des plans de réinstallation liés à des grands projets d'infrastructure, ainsi que sur des projets de biomonitoring en milieu minier. Aujourd'hui, il évolue au sein du bureau d'études Biotope, où il contribue au pilotage et au suivi de projets environnementaux en Guinée. Avec lui, nous allons discuter de son parcours, du rôle des sciences sociales dans la conservation et des enjeux humains et institutionnels liés aux grands projets de développement. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour Mamoudou, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter votre parcours brièvement et ce qui vous a conduit en tant que sociologue à travailler dans le domaine de la conservation de l'environnement? Si, bonjour Hélène, bonjour à tous et merci beaucoup avant de commencer de l'opportunité que vous m'offrez pour cet échange-là. Et en fait, je suis, comme vous l'avez si bien dit, Sangari Mamoudou, socio-environnementaliste, sociologue de formation de base, mais de par mes métiers, de par l'expérience professionnelle liée à la conservation de la biodiversité, je suis socio-environnementaliste. Donc voilà, j'ai vu ma famille, surtout mon père, depuis très petit, dans ce métier. Il fut l'un des premiers à initier avec une équipe éventuellement le département environnement au sein de l'université des Érécourés. Les Érécourés, c'est la quatrième grande ville de la République de Guinée, les forestières. Donc, et très tôt, il fut aussi engagé dans des projets de recherche au niveau du Mont-Lembar. Déjà, très petit, je le voyais prendre son sac et ses équipements pour faire de la recherche sur ce milieu-là. Et tout de suite, l'envie et la vision m'est venue vraiment de faire comme lui, comme tout enfant d'ailleurs, hein, qui plus souvent s'identifie à ses parents. Et donc, très petit, je fus très séduit et très motivé à comprendre le comportement humain, à déceler l'espèce humaine, à savoir comment nous pourrons expliquer la dynamique sociale. Donc, et du coup, j'ai demandé un jour, on me dit que pour ces genres de connaissances, il faut être sociologue, il faut faire de la sociologie, comprendre un peu le comportement humain. Et cela m'a conduit un peu dans le domaine de la sociologie, mais depuis très petit, hein, avec au collège et au lycée, j'étais déjà engagé en bénévolat avec des équipes de chercheurs naturalistes japonais, avec la possibilité que la Guinée avait de collaborer avec l'université de Kyoto sur les recherches en climatologie. Donc, voilà un peu comment tout a commencé au pied du Mont Blanc et dans une zone périphérique à la réserve biosphère du Mont Lemba en Guinée forestière pour étudier les populations isolées de chimpanzés très uniques de par l'usage des outils et de par leur interaction avec les êtres humains, la communauté riveraine de Bossou. Voilà comment tout a commencé dans la forêt du Mont Blanc, à Bossou précisément. Et alors justement, votre carrière donc, a débuté à l'Institut de recherche environnementale de Bossou, au Mont Nimba. Qu'est-ce que vous avez retenu, Mamoudou, de cette première expérience à l'interface entre conservation et développement social? Alors,
confirmation. Cette confirmation, c'est selon laquelle l'environnement ou le milieu naturel n'est et ne peut être que le reflet des réalités socio-culturelles des sociétés. En fait, on ne conserve pas la biodiversité ou l'environnement pour la société. Plutôt, on conserve avec la société parce que une forêt n'est que le reflet, pardon, de l'ensemble des dynamiques sociales internes qui peuvent émerger au sein d'une entité sociale. Donc, par exemple, pour le cas de Bossou, il existe une communauté ethnique qu'on appelle les Manon, qui vit depuis très longtemps avec une communauté de chimpanzés dont le nombre malheureusement est allé en baisse au fur du temps avec la dynamique liée aux facteurs externes et internes aussi qui considéraient, cette communauté considérait ces chimpanzés-là comme la réincarnation de leurs ancêtres. C'est-à-dire, à Bossou, on ne meurt pas. Lorsqu'on meurt, on se transforme en chimpanzé, on revient en forêt. Donc, les chimpanzés n'est que les ancêtres morts qui sont revenus plus tard pour prendre une autre forme. Donc, ils les vouent un respect. Il existait aussi éventuellement un respect mutuel, une relation de coexistence pacifique qui a fait de cette localité une localité qui a quand même beaucoup marqué les chercheurs et les primatologues à l'époque. Il y a par exemple quelque chose qui m'a beaucoup séduit, c'est que euh, du fait que le lien de confiance et de protection mutuelle entre chimpanzés et société et communauté humaine était tellement développé, il y avait un partage unique des ressources d'une même localité. Ils partageaient à peu près les mêmes forêts, ils partageaient les mêmes produits de culture, ils partageaient les mêmes cours d'eau, beaucoup de choses. Et il y a même des croyances sociales plus tard ils ont émergé, qui disaient que les chimpanzés permettaient d'alerter la communauté lorsqu'il y a un danger qui voulait survenir, parce qu'il y a un ennemi extérieur qui vient, par exemple, pour attaquer la communauté de Bossou. Les chimpanzés émettaient des cris et seuls les sages, gardiens des connaissances ancestrales et des choses inconnues, et simples, pouvaient comprendre le lien de causalité entre une qualité de cri et le phénomène adjacent. C'était un ensemble de maillons, une sorte de mosaïque de conservation et de réalités socioculturelles extrêmement passionnante qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail plus tard dans notre entretien. Mamoudou, vous avez collaboré à la création du Parc national du Moyen-Bafing avec la Wild Chimpanzee Foundation. Est-ce que vous pouvez en tirer quelques enseignements en matière de justement d'acceptation sociale et de bonne gouvernance? Oui, c'est un autre jalon très passionnant de ma carrière parce que très tôt, j'ai connu déjà l'école japonaise de la conservation avec des professeurs brillants de l'université de Kyoto, oui, qui avaient une approche beaucoup plus centrée scientifique, de conservation pure, pure, pure. Et là, du coup, j'atterris en Moyenne-Guinée cette fois-ci, de la Guinée forestière à Moyenne-Guinée. Donc, c'est un peu le parcours. Et dans le cadre d'un programme d'offset de sociétés, de deux sociétés minières qui, pour compenser le dégât ou les impacts de leur activité sur l'environnement, ont décidé de financer la création d'un parc national qu'on appelle le parc national du Moyen-Bafi au Fouta Djallon. C'était extrêmement passionnant parce que c'est plus de 6000 kilomètres de zones mis en parc, érigées en parc avec des statuts très robustes, calqués sur les normes de meilleurs standards de conservation au monde, notamment la SFI. Et c'était une réalité cette fois-ci beaucoup plus occidentale de la conservation, avec beaucoup d'outils et d'approches participatives, notamment les notions d'offset, les notions
de consultation communautaire, des cadres de consultation communautaire, la mise en place d'un ensemble de comités tout autour pour la gestion, mais aussi l'ouverture pour moi à un vaste réseau étendu de jeunes passionnés dans la conservation, venus de France, de l'Allemagne et partout, chacun avec sa vision. Donc, c'était vraiment de l'emprunt et du partage. Et de l'autre côté, à la différence, par exemple, de Bossou, qui est un bloc de forêt érigé sur un espace donné, le parc national du Mont-Bafin, c'est presque à cheval entre deux régions naturelles, c'est la région de la Moyenne-Guinée pour la région de la Haute-Guinée. Donc, énormément de défis en termes de travail, énormément de défis en termes de gestion de la coexistence pacifique entre les villages qui se trouvent au sein même du parc et les ressources naturelles qui y existent. Et vous retiendrez même par là que dans cette zone du parc national du Mont-Bafin, dont nous avons j'ai pris part et aidé à l'acquisition de l'arrêté de création qui a permis à l'ouverture de plusieurs autres financements extérieurs. Il vit la moitié ou presque la plus grande population des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest dans cette zone-là. Et porteur aussi d'espoir en termes de reproduction, parce que c'est des populations relativement jeunes, jamais c'est vrai, et qui vivent tout autour avec aussi d'autres espèces emblématiques comme des hippopotames, des léopards et plusieurs autres. Donc aujourd'hui, chemin faisant, la parc est créée, les statuts sont déjà acquis et voilà, une grande fierté d'avoir pris part à ce projet, déjà dans la gestion administrative, mais aussi en tant qu'agent déployé sur le terrain pour accompagner la mise en œuvre parfaite des activités. Donc c'est un grand défi, gérer un vaste espace avec des populations qui vivent de façon sporadique dans des zones et mettre en place un système de zonage pour parfois restreindre ou parfois limiter ou parfois améliorer les activités selon l'enjeu du territoire concerné. C'est une belle expérience en carrière que je retiens jalousement. Ouais, très beau projet. Mamoudou, vous avez aussi travaillé sur des études d'impact environnemental et social et des plans d'action de réinstallation liés à de grands projets d'infrastructure. Et quels sont, selon vous, les principaux défis humains et sociaux de ces grands projets? Alors, c'est déjà la recherche du juste milieu. En fait, on est dans une dynamique, surtout dans le pays africain, et la Guinée ne fait pas exception. Résolument orienté vers la croissance économique, une jeunesse relativement très jeune à la recherche de débouchés. Donc, comment concilier cette croissance économique au respect des normes fragiles d'équilibre environnemental et autres? C'est un défi et ce qui nous envoie parfois à mener ces études-là. Moi, particulièrement, je suis très satisfait du fait que ces études-là m'ont envoyé à faire presque toutes les régions de mon pays, de la Guinée forestière à la Haute-Guinée, passant par la Moyenne-Guinée et sur la Basse-Guinée, à rencontrer des gens, à rencontrer des communautés, vivre auprès des gens qui n'ont rien parfois, mais qui savent énormément donner, apprendre d'eux, que j'appelais, qu'on appelle très souvent les vrais gens, toucher du bois les réalités et faire en sorte que ils soient parfois en amont et en aval des débouchés de ce genre de projet. C'est pour ça que je parlais de recherche du juste milieu et de concilier vraiment le développement économique et l'environnement, faire en sorte que les actions d'aujourd'hui n'impactent pas sur la possibilité que la génération future pourrait avoir à vivre dans une Guinée ou dans une biodiversité ou dans un milieu naturel mieux épanoui et mieux sécurisé ou protégé. Parce que les défis que nous avons, c'est à peu près ça, des projets partout, des ambitions de projets. Et de l'autre côté, il y a une biodiversité unique et rare dont nous devons de protéger. Donc, ces études-là, parfois, et dans la plupart des cas, on voyait vraiment toucher du bois, à être en contact avec mes compatriotes
à être en contact avec les gens qui n'ont très souvent pas la parole à travers des plans d'action de réinstallation, des études d'enquête socio-économique, à écouter leurs préoccupations, à faire en sorte que dans la meilleure des possibilités, le projet ou les projets puissent tenir compte de leurs voix et de leurs avis dans le futur de leur territoire. Ok, mais justement, on parle beaucoup depuis le début de notre entretien du rôle et de la place que jouent les communautés dans les projets de conservation. Comment concrètement, alors on ne peut pas en parler pendant, enfin, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures évidemment, mais on n'a pas le temps forcément dans ce format-là. Mais Tout à fait. comment, voilà, de façon assez synthétique, comment on peut intégrer efficacement les communautés locales dans des projets de conservation ou de développement afin de limiter les conflits et de renforcer l'adhésion, la coopération pour une conservation juste, inclusive et durable? Alors, de mon point de vue, je pense que c'est très souvent soit une erreur de conception ou une erreur d'analyse que de dire intégrer les communautés. Quand un projet vient avec ce lexique, c'est comme s'il y a la communauté, ensuite il y a le projet ou bien il y a la dynamique de conservation. Il faut plutôt faire avec les communautés. On peut pas mettre en place un projet avec des chapitres distincts, communauté, environnement. Il faut un ensemble qui fonctionne ensemble parce que en Afrique, surtout en Guinée particulièrement que je connais, nous avons une culture qui est foncièrement ancrée à notre nature, à notre environnement. On analyse on analyse, on met en place tout ce qu'il y a comme dynamique de vie avec elle. Par exemple, en Guinée forestière, il faut pas, je vous rappellerai il y a ce qu'on appelle l'initiation à la forêt sacrée. Donc, la forêt sacrée, c'est un endroit où le plus souvent, les hommes partent pour leur socialisation, c'est-à-dire c'est l'une des plus vieilles institutions d'éducation avant que nous ayons l'école occidentale. Donc, la forêt ou la biodiversité ou la nature fait partie intégrante, en fait, de ce que l'être africain et guinéen, surtout que j'ai côtoyé au quotidien ou que je côtoie au quotidien, peut avoir. Donc, mettre en place un projet, après venir comprendre la dynamique pour pouvoir mieux intégrer, le plus souvent, ça donne des indices ou des inédits. Mais venir avec les communautés, comprendre avec eux comment ils évoluent, quelle est leur vision et quelle analyse ils ont dans 4 5 ou 20 ans de leur territoire et aider à bâtir un projet sur la base de cette approche obtient beaucoup plus de résultats dans la dynamique et beaucoup plus pérenne que un projet où la communauté a été intégrée et que après on ira analyser ou comprendre à peu près comment ça pourrait fonctionner. Par exemple, à l'époque des empires, l'empire du Mandin auquel la Guinée était très membre de ce royaume-là, il y avait une charte, l'une des plus vieilles qu'on appelait la charte de Kurukanfuga, où il y avait plus de une dizaine d'articles qui étaient dédiés à l'environnement, à comment l'environnement est géré et comment les paysans doivent mettre le feu pour pouvoir préparer la jachère et comment, bref, il y avait une problématique de gestion du territoire qui était là. Donc, il faut juste venir comprendre cette dynamique-là et bâtir sur cette base des projets dans lesquels les communautés se voient comme concepteurs et acteurs et non pas comme acteurs et après, il y a plus d'appui extérieur que, ou d'apport extérieur que voilà. C'est-à-dire venir mettre des projets après, donner un cours d'eau ou une pompe ou bien un fourrage ou une école à la communauté pour dire, bon voilà, on vous donne cela, ça c'est pour le prix à payer pour couper vos bois, pour détruire vos ressources et puis bon voilà. Donc, c'est beaucoup plus aller en amont et éviter, ça c'est une réalité de ma jeune carrière que j'ai compris, mais que je combats, éviter de mercantiliser les efforts de conservation. Dire que protéger 10 000 plantes ou 5 000 plantes, chaque jour vous recevez tel montant ou tel montant. Faut refuser cette approche-là qui mercantilise, qui fait que l'effort qui était culturel, l'effort qui était volontaire, l'effort qui était naturel devient mercantilisé à coup de dollars ou de francs guinéens, en fait.
Il faut plutôt aller à la recherche de la source, s'imprégner de la réalité socioculturelle des communautés pour mettre en place des dynamiques qui convergent avec leur vision dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, Mamoudou, pour cet éclairage très intéressant. Euh, Depuis 2021, si mes chiffres sont exacts, vous travaillez au sein du bureau d'études Biotop, c'est ça? Oui. Euh, Quel est aujourd'hui votre rôle et comment vous contribuez à la qualité et au suivi des projets environnementaux, justement, à travers vos missions pour Biotop? Alors, Biotop, c'est un chapitre aussi de ma carrière où j'ai eu vraiment des défis extrêmement importants et qui me très riches aussi en dynamique dont je suis vraiment jaloux que je chéris énormément. C'est ces côtés un peu qui me met un peu en contact avec une riche variété d'experts naturalistes sur plusieurs taxons, notamment des ornithologues, des mammalogues, des spécialistes des cours d'eau, des spécialistes ornithos, bref, une variété de métiers, en fait, liés à l'environnement, liés à la problématique de gestion des ressources naturelles et sur plusieurs dynamiques. Mais l'autre côté, c'est que ça m'a plutôt mis en face le défi de la gestion ou du management d'une équipe dynamique passionnée en environnement qui pourrait être différente. Par exemple, si tu travailles dans une société de vente ou d'une société d'industriel, cette fois-ci, c'est vraiment le management des équipes qui ont pour métier la gestion de la biodiversité. Donc, mettre en œuvre tout le nécessaire pour que la collecte des données, l'analyse et la publication soient faites de façon euh, orthodoxe, qui respecte un peu les normes, et mais aussi à travers des projets auxquels j'ai pris part à Biotop, notamment le projet Combo Plus et le projet de conservation des dauphins à bord de l'Atlantique, avoir cette double casquette d'interagir, mais cette fois-ci avec les décideurs à la base, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les acteurs institutionnels pour prendre en main des projets qui ont pour mission de renforcer soit le cadre juridique pour une meilleure prise en compte de la problématique biodiversité dans les planifications politiques et plans de développement économique à travers le renforcement des outils juridiques, c'est des codes, mais aussi la mise en place d'autres outils scientifiques qui mesurent efficacement soit la perte ou soit le gain de biodiversité, qu'on appelle les métriques biodiversité, euh, mais aussi élaborer des guides à travers ces experts-là et les appuyer à élaborer ces guides pour par exemple, la révision d'une liste rouge d'espèces. Donc, bref, ce côté management a une visée beaucoup plus institutionnelle qui la conservation que j'ai appris que j'apprends au quotidien avec Biotop, et c'est extrêmement passionnant de voir combien de fois euh, la biodiversité ou la gestion de biodiversité est une affaire de tout le monde, que ce soit mathématicien, physicien, chimiste, biologiste, et même le dernier paysan de la Guinée, il peut apporter sa part de contribution à caractère scientifique, technique ou sur d'autres plans dont il se semble plus fort pour une meilleure gestion de sa biodiversité. Donc, Biotop, c'est cette approche-là. Biotop, c'est cette dynamique et c'est cette vision auquel je suis très fier d'être parmi les équipes. Là, je vais faire appel à votre casquette de sociologue, Mamoudou. Quel regard Oui. portez-vous sur la place accordée aux sciences sociales dans les projets de conservation en Afrique de l'Ouest? Alors, c'est une question assez vaste, donc on va essayer de rester concis pour nos auditeurs, mais je vous laisse la parole. Alors, au départ, j'avoue que c'était, quand vous regardez par exemple
la fourchette de répartition d'un projet d'étude d'impact environnemental et social. Le plus souvent, hein, c'était les communautés qui venaient soit en dernier ressort, ou soit la problématique des sciences sociales qui revenait en dernier ressort. Les scientifiques, écologues ou naturalistes pur et simple, bref, les pères devanciers ont, pour ma part, très peu compris que ça pouvait être pas des concurrents ou pas une approche qui rend encore plus lourd la dynamique, mais qui peut être fidèle et apporter un sens un peu complémentaire à leur travail. Je me souviens de cet outil qu'on appelle le POEX, c'est-à-dire population, organisation, environnement, technique et technologie, qui font que, comme je l'ai dit un peu plus en avant, l'environnement n'est que le reflet en fait de l'ensemble des réalités socioculturelles hein, des communautés. Donc, ça s'est buté à beaucoup de difficultés auparavant, qui a donné même aux sources même des ressentiments comme quoi les experts avaient beaucoup plus tendance à donner plus de valeur à la biodiversité, aux espèces, que à la population humaine. C'est parce que certains se voyaient soit déguerpis de leurs champs agricoles ou déguerpis de leur milieu de vie et au profit des mises en défense, au profit des dynamiques de conservation de l'environnement. Mais de nos jours, avec la nouvelle donne, la nouvelle science et tout ce que tous les progrès enclenchés par l'humanité au fil de ces temps, nous avons beaucoup plus des outils qui ne vont pas en tant que au sens conflictuel, je vais dire, mais qui sont dans le sens beaucoup plus complémentaire des études des sciences sociales et des études biodiversité sont extrêmement importantes pour cette fois-ci appréhender la dynamique sociale dans un sens plus global du terme au sein d'une société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des recherches quantitatives et des recherches qualitatives en amont de la plupart de beaucoup d'études liées par des séries de cartographies participatives d'ailleurs. Hein. Si avant c'était l'émanation des GPS ou de Google Earth, cette fois-ci, il y a lieu de aller consulter les communautés, leur prendre, aller me montrer la limite de votre territoire, les cours d'eau, tout ce qui caractérise la monographie en fait de votre société, combiné avec des séries de données robustes mathématiques, que ce soit les GPS et autres, pour ressortir réellement une certaine cartographie du territoire. Et j'ai eu la chance de participer cela avec une vaste variété d'experts naturalistes venus de partout dans le monde, en France, en Allemagne, au Japon. Et bref, porte un peu espoir que notre génération, au lieu de s'ériger dans une posture de conflit entre les sciences, mais plutôt vont collaborer dans le sens de rendre encore plus exhaustif la compréhension des localités. Merci Mamoudou. Justement, ça va faire une transition vers notre conclusion, parce qu'on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes professionnels qui souhaitent s'engager dans la conservation environnementale avec une approche sociale et inclusive? Alors, merci bien, ça c'est déjà extrêmement important. Je vous remercie déjà de cette perche tendue. Depuis très tôt, j'ai compris et les réalités m'en donnent parfois raison, sans prétention, que le défi auquel notre génération sera confrontée demain, d'ici 30, 40 ou 50 ans, n'est pas un défi économique axé sur les PIB ou sur l'IDH ou je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est un défi écologique tant que nous ne mettons pas en place des dynamiques qui font que le paysan ou l'éleveur, par exemple, en Guinée, de la Moyenne Guinée, le paysan de la Guinée forestière, le cultivateur de la savane de la Haute-Guinée et le pêcheur de la côte du littoral de la Guinée maritime n'ont pas, leur objectif spécifique n'est pas atteint, il y aura toujours ce qu'on appelle une déconnexion. Cette déconnexion, c'est quoi? C'est que vous allez voir l'éleveur s'occuper des métiers du juriste, le juriste s'occuper du métier du forgeron, le forgeron s'occuper du métier du boucher. Et dans ce cas, on aura une société où personne n'a la parole, personne n'écoute personne et tout le monde pense qu'il sait, mais on ne le sait pas. Il faut vraiment qu'on revienne à la source. Chacun de là où il est, là où il se trouve, peut pour apporter son petit coup de pouce pour boucher le trou au fond de cette jarre qui est la belle
biodiversité africaine, où que nous soyons. Ne serait-ce que refuser de jeter une canette du haut de sa fenêtre ou de son véhicule ou du pas de la rue, vous contribuez à protéger innombrables espèces de l'autre côté qui ont besoin de cette protection-là. Donc, chacun peut apporter du mieux qu'il peut sa contribution à cet édifice-là. La biodiversité ou l'environnement ou la problématique du développement durable n'est pas l'appellation d'un scientifique, ni d'une médecine ou je ne sais pas d'une autre célébrité où que nous soyons du fond du Kenya ou dans la savane en fait de la Tanzanie ou autre, nous pouvons apporter un simple geste de dire que moi j'arrête aujourd'hui de jeter des sachets plastiques dans les cours d'eau ou que moi j'arrête aujourd'hui où je modère ma consommation d'énergie, où je modère ma consommation de toute autre ressource qui épuise notre écosystème. C'est un acte déjà importantissime à la dynamique de conservation de notre biodiversité. Et cela, il y a pas d'âge, il n'y a pas de génération. Et si nous ne faisons rien pour protéger cela, il y aura beaucoup de migrants, il y aura beaucoup de personnes que nous laisserons autour du trottoir qui n'auront pas de domicile, qui n'auront pas d'abri. Il y aura beaucoup de calamités parce que le paysan n'a plus le même rendement que sa terre agricole l'apportait au départ pour lui permettre de rester dans son petit village, dans son milieu, pour pouvoir vivre paisiblement. Il n'y aura d'autres options que de venir dans la capitale et on connaît déjà le taux d'exode rural que nous connaissons dans nos capitales africaines et il est temps que la jeunesse africaine ou qu'elle soit sache que dans 50 ans ou dans 25 ans, c'est pas la problématique économique mais tout est lié. Nous existons parce que la biodiversité existe et quand elle disparaît, il risque vraiment de nous emporter avec. Donc, j'espère que nous ne connaîtrons pas cela et que nous éviterons le piège que nos enfants nous poseront un jour pour nous dire qu'avez-vous fait pour nous donner ce territoire aujourd'hui qui est comme le connaîtra peut-être tous un jour. Merci beaucoup et j'apprécie éventuellement cette dynamique que vous avez mis en place à donner la parole aux jeunes de l'autre côté qui n'ont pas la possibilité d'avoir parfois le micro tendu et j'espère que cette dynamique ira encore de plus belle toucher des vrais gens dans les localités confins de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci Mamoudou, je l'espère aussi. Merci pour votre temps, merci pour cet échange éclairant. Votre parcours Merci. nous montre combien la conservation de la biodiversité ne peut être dissociée des réalités sociales, économiques et culturelles des territoires. Et donc intégrer les sciences sociales, c'est renforcer la durabilité et l'équité des projets environnementaux. Merci beaucoup Mamoudou, je vous libère là et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci également à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cet épisode des Rendez-vous de la conservation. Alors si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à soutenir les approches qui placent les populations au cœur des projets de conservation.